trouvais ça très intéressant parce que c'est des choses dont nous on parle beaucoup et qui là qui sont compilées en translate qui sont toutes très vraies. J'ai trouvé le premier thème extrêmement juste, extrêmement puissant, extrêmement holistique. Ça me paraît une évidence aujourd'hui dans ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire la définition de soi à travers ce que l'on mange, la définition. Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est cette notion de. Finalement aussi, c'est la seule chose qui soit vitale pour l'humain. Donc, s'il y a un endroit où on peut faire vraiment bien et commencer à se définir, c'est peut-être sur la food, avant même le logement ou la énième chose que l'on peut se faire. Voilà, j'ai trouvé le second thème sur le local un peu plus. C'est vous. Comment ? C'est vous le local. Oui, mais le local et saison. C'est encore un peu difficile je trouve qu'on est tous non-experts sur ce sujet, on en parlait un tout petit peu avant avec Thierry Marx. C'est très difficile de définir ce qui est bon, pas bon aujourd'hui. Le citoyen a du mal. Et en fait, la raison pour laquelle il pense au local, c'est plus pour moi, ce qui m'a touché, c'est l'histoire du lien, et qui lui redonne de l'humain, qui redonne de la compréhension, une sorte de compréhension du produit, plus que la pure vertu du bon du local, parce qu'on pourrait, voilà, on pourrait faire planter une carotte dans une boîte d'engrais chimique à 10 mètres d'ici. Donc voilà, j'ai plus de questions sur le local. Et est-ce qu'il n'est pas plein de paradoxes quand même, ce consommateur? Parce que voilà, par exemple, il honnie la junk food et vous-même, vous me dites que jusqu'à maintenant, toutes les boîtes de delivery construisent ou en tout cas fournissent voilà, les plats les plus saturés possibles. Le consommateur a absolument besoin d'en avoir en rapport quantité-prix pour son maximal. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même par rapport à tout ce qu'on vient de lire? C'est là où Frischti a été un petit peu innovant, c'est qu'on fait une somme de choses simples mais qui sont combinées de manière innovante. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la très bonne bouffe, et on l'a défini par plein de choses, la transparence, la simplicité, le fait d'utiliser des produits de saison, le fait d'avoir peu d'ingrédients par recette, moins de viande, plus de plats végétariens, etc. La somme des choix peut être exprimée au début. Mais on le fait à un rapport qualité-prix qui est quotidien et qui permet qu'on puisse déjeuner, dîner chez Frischti relativement régulièrement. A l'inverse, historiquement, pour une raison qui est un peu bête, c'est que la livraison de food a toujours coûté assez cher parce que la livraison elle-même coûte cher. Et à ce moment-là, effectivement, quand on va commencer à payer 18, 20, 25 euros, 30 euros pour son dîner, à ce moment-là, on va en avoir pour son argent et pour un sorte de gain de fatness ou de riche. Voilà, il faut que ce soit riche. Et donc, effectivement, ce qui marche aujourd'hui, et les gens vous disent qu'ils le font sans aimer, c'est le sushi, la pizza, et en fait, on vient d'en rajouter avec les nouvelles offres, Deliveroo, etc. On a rajouté le burger et le thaï, grosso modo. Et c'est ça qui marche, parce que c'est ce que les gens arrivent à accepter comme rapport qualité-prix, d'arriver à payer un burger au prix du resto, parce qu'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Mais à ce moment-là, il doit être très riche, etc. Et là, il y a un vrai conflit intellectuel pour une ambivalence, voilà. Peut-être un décalage entre l'intention et l'action, quoi, en tout cas. Quand vous parlez aux gens, ils ne savent pas si c'est des concurrents ou pas, ils n'aiment pas le service qu'ils consomment. Bon, David, ce consommateur holistique, là, comment on fait? Parce qu'il veut prendre soin de sa santé, il ne veut pas grossir, il veut respecter la filière, il veut respecter la planète, etc. Et en même temps, j'imagine, pour les grandes marques, il y a le moins cher possible. On fait comment? En fait, dans les entreprises, on dit souvent que les consommateurs sont schizophrènes, qu'effectivement, ils veulent des produits de très haute qualité, bio, locaux, et qu'ils ne sont pas prêts à les payer. Moi, je pense en réalité que c'est nous, quelque part, qui sommes schizophrènes, c'est que l'offre n'existe pas, cette offre-là. C'est-à-dire une offre de très haute qualité à un prix accessible. Et quand les quelques essais qui ont été faits sont souvent faits par les entreprises et par le marketing en particulier, en se disant il faut qu'on adresse cette cible parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, et on fait quelque chose qui est pour le coup surmarketé. Et les gens voient ça comme le nez au milieu de la figure, en disant oh là là, ça clignote, l'arnaque, ou le produit qui va être très cher parce qu'ils ont compris que je voulais ça, et ils ne l'achètent pas. Et du coup, dans les entreprises, on dit vous voyez, ils ne sont pas prêts. Mais nous, on a un certain nombre d'autres expériences. Moi, j'ai monté une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Ça, c'est les financiers qui disent que le consommateur n'est pas prêt, non? Non, c'est même le marketing, les directions générales, parce que voilà, on essaye un truc, on fait une très belle bouteille, pour pas prendre un exemple de jambon, avec des belles dorures, etc., en 25 centilitres, alors que le marché est en 33, et puis on la vend au prix du 33, et on dit tiens, c'est bizarre, les gens n'achètent pas. Mais voilà, nous on a fait sur un des produits de Fleury Michon qui est peut-être le plus dur dans l'alimentaire, parce que le jambon, ça reste un produit très quotidien. Nous, on a une gamme qui est le surimi.
je pense objet que de tant de controverses. dans l'alimentaire, on dit souvent qu'il y a compétition avec le nugget de poulet. Ça fait partie des produits justement industriels qui sont très transformés. Dont les gens pensent qu'ils sont très transformés. Et surtout, il n'y a pas de référent culturel en France. C'est un produit, il faut savoir, qui vient du Japon, qui là-bas est un produit très installé sur le plan culturel. On a inventé le surimi pour conserver le poisson, comme on a inventé le yaourt ou le fromage en France pour conserver le lait. Donc c'est les femmes de marins-pêcheurs qui émiettaient le poisson, qui le mélangeaient avec du sucre, avec du sel. Ça s'appelle le kamaboko au Japon. Il y a autant de variétés de surimi que de fromage en France. Ça a été découvert dans les années 80 par Yves Gonor, qui est la 4e génération de Fleury-Michon. Il a trouvé que c'était une façon géniale de proposer du poisson. Et il l'a amené en France, mais sans vraiment expliquer ce que c'était. Et c'est une recette de cuisine. Je ne sais pas si Thierry et Marx en a déjà fait, il le fera sans doute très très bien. Effectivement, comme il n'y a pas de référent culturel, les gens s'interrogent en permanence. Et nous, on a expliqué comment on l'avait fabriqué, on a dit aux gens, ne croyez surtout pas sur parole sur la façon dont c'est. On ne va pas vous faire une belle campagne de pub pour vous dire que ça vient du fond de la mer. On leur a proposé de venir vérifier la façon dont c'était fait. Depuis le supermarché jusqu'en Alaska où on pêche le poisson. Et on a fait 25% de croissance. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup dans d'autres marchés, chez Danone, chez Lu. Donc ce que je veux dire, c'est que quand les marques s'engagent vraiment sur le sujet de manière sincère, de manière transparente, en expliquant comment elles travaillent, en mettant tous les sujets sur la table, on a effectivement des retournements de consommation. Donc les consommateurs sont prêts, c'est que les entreprises souvent sont un peu trop frileuses. Et c'est ce qu'on disait à l'instant sur la tension. Il y a une tension, nous les consommateurs nous disent on a changé, mais vous n'avez pas changé. Si cette tension réussit à apporter une solution, il y a des autoroutes de croissance à prendre. Et moi, mon obsession, c'est qu'on réussisse à faire cette transformation à grande échelle. Voilà, bien. Oui. Pardon. Parce que je vais finir là-dessus, parce qu'on voit énormément d'initiatives, et c'est déjà un très bon signe, à petite échelle, de gens qui, effectivement, dans les startups, se mettent dans des interstices qui sont plus occupés aujourd'hui, et qui viennent proposer des solutions qui sont vraiment des attentes extrêmement fortes. Moi, je considérerais qu'on aura vraiment réussi quelque chose collectivement au niveau du pays, quand les gros machins, et nous, on va essayer de faire le maillon de transition entre les petits et les très gros, parce qu'en démontrant qu'à une échelle moyenne, on peut réussir à emmener, quand Fleury-Michon bouge, ça emmène beaucoup de monde. Et on a commencé à le faire, on va accélérer, et je pense que là, on aura réussi quelque chose. Alors, Marianne, tu parlais du checking, vous dites, j'ai vu votre film qui se termine par « Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Venez vérifier, mais moi, je suis consommateur, comment je fais pour vérifier ?» Parce que voilà, où est la sincérité dans le discours, dans ce discours voilà, de Fleury-Michon et des autres marques? Moi, je suis allé sur votre site, etc. Mais comment est-ce que moi, consommateur, je peux me faire un jugement et documenter vraiment les sujets dont vous parlez et échapper un peu au discours de marque? Je pense que ce qui est important, c'est que les discours, ils ne viennent pas de nous. Il y a une partie, il y a une partie du discours que nous on pose, c'est-à-dire quand on dit venez vérifier, on a fait toute une série de films qu'on a produits nous-mêmes qui montrent les différentes étapes, comment ça se passe, comment est-ce qu'on arrive à ne pas utiliser à utiliser de la vraie chair de poisson et pas des yeux de Bernard Garnier. Ça, je peux me dire, c'est ce que Fleury-Michon choisit de me montrer. Exactement. Donc, mais c'est factuel, c'est-à-dire que l'information, elle est disponible. Et ensuite, ce qu'on a fait, et c'est très important que vous le disiez, c'est qu'on a effectivement proposé à des blogueurs, des consommateurs, des journalistes, des parties prenantes aussi, j'imagine. Voilà, des ONG, de venir voir par eux-mêmes et de poser leur regard critique sur ce qui était fait, en disant, nous, on est sûr que c'est la direction dans laquelle il faut aller, c'est-à-dire supprimer tous les conservateurs et tous les additifs dans l'alimentation. On l'a fait sur ce produit qui est le plus emblématique. On est sûr que c'est la bonne direction. Travailler sur la pêche responsable et s'assurer que les ressources soient préservées pour le futur, on est sûr que c'est la bonne direction. Par contre, il y a sans doute plein de sujets sur lesquels on pourrait aller plus loin, on pourrait aller plus vite, et on vous demande votre point de vue et votre avis là-dessus. On a eu des gens sur la nutrition qui nous ont dit votre surimi est encore trop sucré, on a eu des gens sur la RSE qui nous ont dit les conditions de pêche en Alaska c'est bien, mais les pêcheurs travaillent 2 fois 4 mois H24 parce que c'est la saison et il faudrait faire quelque chose pour eux. Voilà, ça fait partie et ça ils le racontent, et c'est 10 fois plus
intéressant pour les gens, et plus fort si c'est quelqu'un qui dit j'ai vu ça, ça c'est correct, et là il y a encore des choses à faire, que si c'est nous qui disons on a tout compris, on a toutes les solutions et on va continuer d'avancer. Thierry, aller au resto avant c'était relativement simple, un bon cadre, un service de qualité, un plaisir du palais. Là, il est devenu vraiment compliqué et exigeant le consommateur. Est-ce que toutes ces attentes-là qu'ils expriment, beaucoup j'imagine, pour les marques, est-ce que vous les ressentez vous aussi au niveau de la restauration et des consommateurs de restaurants? Alors, tout était dit, je trouvais que l'exposé était brillantissime. On trouve que ça s'est amorcé un petit peu dans les années 2000, et puis aujourd'hui on est en plein dedans, ça continue à progresser. Aujourd'hui on veut voir la main qui nous nourrit, c'est ce que je retiens. Et que ce soit un public jeune, un public moins jeune, avec beaucoup plus senior, je veux voir la main qui nous nourrit. Racontez-moi le produit, d'où il vient, qui l'a fait. Donc on en est aujourd'hui, même sur le plan architectural dans un restaurant aujourd'hui, c'est quoi? Il faut saugrenu, de fermer sa cuisine, il faut mettre la cuisine au milieu, je veux voir les backstage. Donnez-moi, ce qui a été clairement exprimé, de la confiance. Et comment, moi, en tant qu'individu, je suis capable de mesurer ça. Et c'est ce que nous demande le client aujourd'hui. Et de tout ce que nous dit Marianne, là, quelles sont les attentes les plus fortes qu'on ressent chez les consommateurs de restaurants? Je veux connaître l'homme qui me fait manger. Je veux connaître la personne qui me l'incarnation. L'incarnation. C'est-à-dire que je ne crois plus effectivement complètement aux marques, il faut en inventer d'autres. Parce que évidemment, trop gros, trop grand, trop manipulateur. Donc, ce que je ne considère pas, moi je ne suis pas à chercher des responsables, plutôt des solutions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut instruire le citoyen, parce qu'il a en général la nourriture qu'il mérite. S'il est encore capable de croire que le terroir, c'est pas le terroir caisse, le terroir c'est le terroir caisse. Les chefs ont lancé l'idée du terroir, l'industrie agroalimentaire l'a pris, terroir formidable. Ça c'était un terroir caisse énorme, on a joué avec le bio. Maintenant, où le citoyen va pouvoir se positionner pour dire je veux une vraie échelle de valeur, c'est quoi un bon produit? Les restaurateurs, l'incarnation je comprends, les restaurateurs doivent eux aussi communiquer dans leur menu, sur leur site web, sur la traçabilité des produits, sur la nature, respect des producteurs. Oui, alors vous dire que ça on ne le voit pas beaucoup encore dans les restaurants. Vous dire que c'est non parce que c'est un peu compliqué. Alors quand je suis arrivé à Paris, on m'a demandé de faire un restaurant et un hôtel HQE, haute qualité environnementale. Je suis dit, oh putain, non, des emmerdements en plus. Des emmerdements en plus. Et aujourd'hui, c'est rentable. Aujourd'hui, c'est sérieusement rentable. J'ai un food cost, prenez un palace parisien, un food cost est à en général 35% de coûts matières premières pour produire un produit de haute qualité. Aujourd'hui, chez Mandarin, c'est 27%. Parce qu'on a su travailler cette notion du HQE, travailler sur les déchets, travailler sur la formation et l'information de nos collaborateurs. C'est ça qu'eux aussi, quand ils sont acteurs dans la salle du restaurant, ils savent faire passer ce message de ce qu'est un produit. Pourquoi nous avons pris ce parti pris? Voilà pourquoi nous avons pris ce parti pris, je suis capable de l'expliquer. Mais c'est l'ensemble des consommateurs et des acteurs de la profession qui doivent s'appliquer à temps. Donc ça veut dire que dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été vu, c'est on se remet en question, on réinvente peut-être un siècle des Lumières autrement. On va réinventer peut-être une autre économie avec d'autres marques. Est-ce que c'est pas paradoxal ça aussi, ce désir que les gens disent de prendre leur temps et en même temps le fait d'être servi le plus vite possible? Oui, nous Frischti s'est monté sur deux tensions, qui étaient l'une qui a été plus que bien décrite ici et l'autre qui est le manque de temps qu'on a tous. Et donc il fallait que ce soit à la fois bon et pratique. Et pratique, ça veut dire qu'on puisse y accéder relativement facilement. Et aujourd'hui, quand on réfléchit, prendre le temps de trouver les bons produits, cuisiner, etc., c'est 1h30, 2 heures par jour. Dans les milieux urbains, c'est absolument impensable que de dépenser 2 heures par jour pour faire ses courses, éplucher, cuisiner, etc. Hormis, est-ce que vraiment on va faire 2 heures de yoga par jour et que ce soit, on est considéré que ce soit un cuisine de yoga. Donc il y a vraiment un problème de temps. Et je pense qu'il y a à nouveau un problème d'offre, qu'on arrive à monter des offres qui soient à la fois qui rencontrent le souhait du consommateur, qui soient scalables, c'est-à-dire qu'on puisse faire à grande échelle, parce que c'est très facile de faire du local ou je ne sais quoi pour 10, 20, 30 clients, mais quand on veut, entre guillemets, nourrir les gens, et il y a 900 repas par an, il faut que ça soit faisable à l'échelle, et de manière qui rentre dans leur vie, c'est-à-dire pratique. Et ça, c'est extrêmement compliqué, et ça veut dire changer la manière dont des circuits
changer la manière dont on pense, etc. Et de l'autre côté, éduquer le consommateur pour qu'enfin il définisse correctement ce qu'il souhaite, pour qu'il soit pas capable de nous accompagner et de payer le juste prix. Alors ce comment on fait de nouveau, hein, vous êtes tous dans cette problématique-là, peut-être beaucoup plus tous les deux que Thierry, encore qu'il a aussi il a un petit peu toutes les gammes de prix. Comment est-ce qu'on fait pour respecter tout ça et maintenir quand même le juste prix alors que tout le monde compare les prix, alors que c'est la crise économique? Comment est-ce qu'on fait pour marier ces deux exigences? À court terme, on fait deux choses. On fait un mix de... Chez nous, on fait tous les choix les plus intelligents et on les dit au client pour qu'il accepte de payer le prix et de comprendre les contraintes du système. Donc chez nous, par exemple, ça veut dire on n'utilise absolument aucun produit congelé, on reçoit les produits, on les cuisine, on les envoie, on livre de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va livrer différents clients d'une même rue en même temps pour arriver à ne pas avoir des frais de livraison qui soient exorbitants, etc. Mais tout ça, on l'explique aux clients pour qu'ils les désirent, les acheter, ils les comprennent, pour qu'ils nous accompagnent, si vous voulez, dans la démarche. Donc ça, pour moi, ce qui est important, c'est que sans le client, on n'arrivera pas, parce que ce qui a fait l'agroalimentaire, ce qui a fait, ou en tout cas ce qui est négatif dans l'alimentaire, ce qui a fait le prix très bas, parce qu'aujourd'hui on mange pour pas très cher si on le souhaite, ou même trop peu cher, c'est le consommateur qui a accepté d'être floué et qui a accepté finalement de fermer les yeux sur la qualité de ce qu'il mangeait. Comment est-ce qu'on combine ces deux aspirations, peut-être apparemment contradictoires, David? Alors, moi je suis tout à fait d'accord sur le premier point, effectivement, il faut raconter cette différence, raconter ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait, parce que les gens ne peuvent pas le deviner, et si tout le monde porte le même nom, jambon ou surimi, l'achat malin, c'est d'acheter le moins cher. Si tout le monde porte le même costume, on va chercher effectivement l'achat intelligent comme ça. Si on est capable de montrer qu'on a fait des choses que les autres n'ont pas faites, et que ces choses-là rencontrent des attentes, et il y en a énormément, on l'a vu sur l'alimentaire, on a des changements de comportement sans problème. Après, il y a effectivement des plafonds de verre, etc. Il y a quand même il y a une posture là que je pense qu'il faut qu'on casse collectivement, qui est qui date d'il y a une dizaine d'années, qui est cette histoire de guerre des prix, où sous prétexte de défendre le pouvoir d'achat, on s'est dit qu'on allait effectivement proposer toujours des produits moins chers. Alors c'est plutôt les distributeurs qui se font la guerre des prix, mais ça amène vraiment d'abord un nivellement par le bas, puisque finalement au pays où tout le monde est moins cher, tout le monde est pareil. Il n'y a plus aucune différence, et la valeur ajoutée que vous mettez dans l'offre, quand nous on décide de faire un jambon sans OGM et sans antibiotiques, et qu'on le positionne à un prix parce qu'on veut rémunérer les éleveurs pour le faire, et que la distribution derrière vend ce produit-là au même prix que notre jambon standard, les gens ne comprennent pas, et c'est tout à fait normal. Donc il y a un vrai sujet de effectivement remettre de la valeur, les distributeurs en ont besoin, mais les consommateurs en ont besoin parce que c'est du sens. Le prix, il a un lien avec les engagements qui ont été pris. Et ensuite, moi, je pense qu'il y a aussi une deuxième fracture mentale à faire, qui est de se dire qu'il y a une valeur ajoutée à la dimension industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été très bien dit par Marianne, plus c'est gros, plus c'est horrible, plus c'est petit, plus... Mais ce que peut faire de manière remarquable un industriel s'il travaille bien, c'est prendre une recette d'extrême qualité et la reproduire à l'identique, parce que vous faites pour partie, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire baisser les coûts par la reproductibilité. Et là, on est capable, sans céder un pouce sur la qualité, de pouvoir faire des produits de très haute qualité à des prix accessibles. Et ça, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à revisiter et qui est à réexpliquer aussi. Thierry, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une évolution notable sur les 20 dernières années dans la cuisine et dans la gastronomie française? Je parle des restaurants, une fois de plus. On est passé finalement d'une cuisine un peu traditionnelle, un peu institutionnelle, incarnée par le Michelin, à une cuisine beaucoup plus joyeuse, inventive et libre, peut-être incarnée par le fooding, hein, si je devais caricaturer un peu. Est-ce que Paris, peut-être à l'image de Londres, qui est une capitale anglo-saxonne beaucoup plus désinhibée et libre, peut-être parce qu'elle n'est pas prisonnière de cette histoire culinaire, donc est-ce que vous confirmez ce mouvement joyeux, libre, et puis avide de curiosité sur le plan du goût, ou est-ce que c'est juste une mode?
Alors, je vais faire une réponse tabouret, tu vois, à 3 pieds. Comme ça. Il y a l'axe de la cuisine, Tarchestrate, Antiquité grecque à Auguste Escoffier, par exemple, début du XXe siècle, c'est plaisir, bien-être et santé. Ça s'écrit comme ça, vous pouvez le lire comme ça, vous passez par Carême et autres, Gouffré. Donc cet axe, plaisir, bien-être et santé, il revient régulièrement. À un moment donné, on ne consomme pas bien, on consomme trop, et on se consume, finalement, on perd pied. Et donc, il faut revenir à des valeurs. Ensuite, merci Michelin. Merci Michelin qui a su protéger un savoir-faire. Parce que la cuisine, c'est pas des recettes, disait la Chapelle, il avait en partie raison, c'est un certain nombre de savoir-faire qui fait que vous allez être un bon cuisinier. Et merci le fooding, merci à ces journalistes, parce que c'est quand même une histoire de journalisme qui nous ont mis un énorme coup de pied au cul. De grands partis Coup de pied au cul, c'était terrifiant, et d'ailleurs nous on a raccroché les wagons, la profession tout de suite derrière, pour dire la cuisine c'est populaire, on se l'approprie, on peut décider de faire une poêlée de pommes de terre sur le coin d'un comptoir et de la déguster avec un petit vin de propriétaire, etc., etc. Et le fooding a désiloté un petit peu cette idée de la haute gastronomie française, et que la haute gastronomie française, elle commence sur un camembert beurre, peut-être sur un bon pain et sur un bon camembert, et elle se finit dans un 3 étoiles Michelin avec des plats beaucoup plus élaborés, sans conflit entre tradition et innovation. C'est comme ça que je répondrai à cette question. C'est un tabouret à 3 pieds, plaisir, bien-être et santé. Ça, c'est l'axe majeur de la cuisine, de la bonne cuisine, parce qu'il n'y a pas de cuisine, de la bonne cuisine. Ensuite, eh bien, merci Michelin qui a su préserver un artisanat, parce qu'il faut que ça reste un artisanat. Un artisanat, mais un artisanat qui fonctionne, c'est un artisanat qui a de la rigueur, donc il faut le transmettre dans de bonnes conditions. Et merci aux observateurs, que sont par moments la presse, mais aussi le citoyen, qui se dit, ben ça, ras-le-bol, sortez-nous un peu autre chose, et qui accepte aujourd'hui de se dire, bien, on peut manger sur un coin de comptoir, on peut manger dans un food truck, on peut accepter la diversité dans nos cuisines, et ça, c'est grâce au fooding qu'aujourd'hui, il y a un vrai et réélan de la cuisine française de façon planétaire, parce qu'on a épuisé un petit peu l'Angleterre, on voit des choses qui ouvrent et puis qui ferment assez rapidement, on voit ça au Danemark aussi, on voit ça aux États-Unis, des choses qui ouvrent, qui rien, et puis les chefs qui avaient du fond artisanalement, eh bien, sont toujours là. Merci à tous, merci Véronique, merci à tous.